bonjour à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous. Donc, nous allons traiter aujourd'hui, dans cette table ronde sur le logement intermédiaire, améliorer les bilans d'opération et imaginer les solutions de demain. C'est ambitieux. Donc, je vais d'abord me présenter. Je suis donc José Genesini. J'ai occupé pendant un certain nombre d'années le poste de responsable du marché du logement social et des collectivités publiques dans un grand établissement bancaire, pour le citer, le Crédit Mutuel CIC. Et donc, je suis maintenant consultant. Et depuis que je suis à la retraite, vous savez, on ne part jamais à la retraite, tout à fait. Donc, je vais présenter les intervenants à cette table ronde. Donc, à ma droite, il y a Sylvain Jarnigon, qui est le responsable du développement commercial chez Citeden. C'est Citeden qui fait de la construction industrielle. Ensuite, j'ai Jean-Pierre Mahé, qui est le responsable du logement social chez Eiffage, je ne me trompe pas. J'ai Marc Bonjour, qui représente la société Perle. À ma gauche, j'ai mes deux ex-confrères. J'ai Patrick Stocker, qui est responsable du logement à la Fédération nationale du Crédit Agricole, et Jacques Brianceau, qui est le responsable du logement social à la Caisse d'épargne Île-de-France. Voilà. Alors, oui, c'est une table ronde assez ambitieuse, parce qu'améliorer les bilans d'opération, c'est pas simple, mais on peut y arriver. Donc, certains ont des solutions, disons, plus techniques de bâtiment, d'autres plus des techniques de montage. Donc je vais d'abord vous passer la parole à Sylvain Jarnigon à ma droite, qui va vous présenter comment ils arrivent à construire vite et à moindre coût en industrialisant 95% de la construction. Donc, Sylvain, je vous passe la parole. Merci. Et je crois que vous avez des slides. Oui, on va diffuser pour bien comprendre un peu les choses, quelques images que je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure du commentaire. Il existe beaucoup de systèmes industriels. Vous avez peut-être eu vent d'ailleurs de différentes initiatives qui sont en cours de développement. Alors, je vais essayer d'être un petit peu pédagogique et de vous balayer au travers d'une lecture générale un peu tous les avantages qu'on retrouve derrière l'industrialisé. Déjà, quand on parle d'industrialisé, évidemment, en opposition au système traditionnel, on va parler de deux grandes classes de construction, ce qu'on appelle le 2D, où on va arriver avec des éléments séparés pour construire une volumétrie, ou carrément le 3D, c'est-à-dire d'arriver avec des éléments où vous allez avoir le plancher, les parois et le plafond déjà préconstruits. Grosso modo, c'est un peu les deux grandes classes, si vous voulez. Et là-dedans, vous pouvez intégrer n'importe quelle logique de matériaux de construction. Ça peut être du bois, ça peut être de l'acier, ça peut être des mixtes. Ça, c'est surtout la philosophie. À partir de là, à partir du moment où on a choisi de construire, on va dire autrement, la construction industrialisée doit respecter les mêmes règles et les mêmes normes de construction que n'importe quel système constructif. Donc, ça veut dire évidemment conformité RD 2012, ça veut dire structurellement être conforme aux Eurocodes, une logique de développement durable, acoustique, sismique, PMR, etc. Il n'y a pas de différence. Pourquoi on arrive aujourd'hui à entendre de plus en plus parler également de ces systèmes de construction ? Clairement, il y a une demande qui aujourd'hui peut se développer parce qu'elle s'appuie sur de nouveaux ressorts, on va dire, d'ingénierie, de nouveaux matériaux de construction, également une demande qui peut être exprimée par les maîtres d'ouvrage, par les architectes qui cherchent, au travers de certains facteurs liés à ce principe de construction, de nouveaux éléments de réponse. Parmi ces éléments,
il est clair que le délai joue. On peut considérer qu'en privilégiant une logique industrialisée, vous divisez le temps de chantier par 2. La deuxième chose, c'est la qualité. Pour nous, c'est essentiel. Ce ne sont pas des constructions au rabais. Vous employez les mêmes matériaux de construction que de la construction traditionnelle. C'est l'organisation de chantier qui change, parce qu'elle se monte en amont. Et par contre, vous avez une maîtrise dans la qualité, dans la mise en œuvre, parce que tous les corps d'État ne sont pas séparés, ils sont rassemblés pour arriver justement à une qualité générale qui doit, je dirais, porter au bénéfice du système constructif. Troisième point, c'est le budget maîtrisé. Chez nous, comme on l'évoque un petit peu, quand on budgétise un projet, c'est jusqu'au poignet de porte, tout est inclus. Parce que vous avez tous les corps d'État qui sont pris, tous les éléments de finition jusqu'au VRD. Donc vous avez vraiment une enveloppe budgétaire qui n'oublie aucun poste et qui s'appuie sur une logique architecturale définie. Entre guillemets, pas de surprise. L'opportunité conceptuelle, j'abordais l'architecture, c'est important aussi. On a l'habitude de se dire industrialiser égale se cantonner à certaines écritures architecturales. Eh bien, pas forcément. Aujourd'hui, on est capable de faire bouger les lignes dans tous les sens, c'est-à-dire en largeur, en longueur, en choix de matériaux. On va forcément se plier également aux exigences des PLU. Donc, il faut aussi dépasser certaines idées reçues et une culture que l'on peut avoir de l'industrialisé. Aujourd'hui, l'industrialisé, vous passez quelquefois devant, vous ne le savez pas, parce que vous ne faites pas la différence. Dernier point, une notion aussi qui est forte aujourd'hui, c'est le respect de l'environnement. Vous vous retrouvez dans la mise en œuvre de matériaux qui sont recyclables, que ce soit le bois, l'acier ou d'autres. Vous vous retrouvez aussi avec des chantiers propres, puisque cette logique d'industrialisation amont fait que quand vous arrivez sur chantier, ça n'est plus qu'un jeu d'assemblage. Donc toutes les nuisances, les délais qui peuvent être inhérents à un chantier dit traditionnel disparaissent. Pourquoi aussi demain on peut considérer ces filières de construction plus avantageuses? Ce qui se monte peut se démonter. Là, j'aborde presque une nouvelle approche de la construction, mais on peut considérer et ramener l'élément logement à sa première fonction, qui est celle simplement de l'habitat, et non pas forcément de l'investissement. Si on considère, par exemple, un emplacement foncier extrêmement fort, on peut construire pour 15 ans, et ce qui a été assemblé sur place pendant un temps peut très bien se démonter et libérer un foncier ou avoir une capacité d'évolution. C'est un procédé constructif qui le permet aujourd'hui. Vous pouvez rajouter des étages, vous pouvez compléter un élément, vous pouvez aussi retrancher quelque chose s'il y a besoin. Vous pouvez, parce que vous n'avez pas de mur porteur, entièrement redistribuer l'intérieur d'un bâtiment industrialisé et lui donner une autre destination. Il y a beaucoup moins de contraintes qu'on ne peut l'imaginer. Tous les points donc, que je viens d'évoquer, cette pré-industrialisation, c'est la garantie de la qualité, et l'évolutivité, effectivement, soit en termes de niveau, soit en termes d'emprise, soit en termes de retrait, pourquoi pas. Déménager un bâtiment, par contre, c'est des sujets auxquels on est souvent sollicité. Ça demande une réflexion complémentaire quand même, parce qu'un bâtiment est toujours construit pour un objet à un endroit. Maintenant, c'est des champs d'interrogation qui peuvent s'ouvrir. On va essayer d'être un peu plus concret au travers d'un bâtiment qu'on est en train de monter actuellement à Villetaneuse, qui est une résidence étudiante de 7500 m², pour vous donner quelques indicateurs sur tous ces éléments de performance. C'est quand même plus de 200 logements, c'est des T4 de fonction, c'est des bureaux, parking, etc. Vous avez quasiment tous les éléments dans ce principe. Il faut imaginer que nous sommes en capacité, avec cette logique d'industrialisation, de prototyper. C'est-à-dire que sur ces 7500 m², on a fabriqué l'équivalent de 80 m², 4 chambres, en usine, intégralement finies, dans laquelle on a pu faire et valider pour le maître d'ouvrage tous les tests thermiques et acoustiques. Et de valider également tous les éléments de finition attendus. Vous pouvez, avec l'industrialisation, visiter votre bâtiment ou le logement avant qu'il ne soit mis sur place. Donc ça peut donner aussi une perspective et une maîtrise des attentes en termes de finition qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, tel que nous sommes organisés dans notre métier, on va embarquer tout corps d'État, et je dis à toute discipline, c'est-à-dire que nous allons assurer et accompagner le génie civil sur place, on va poser, on va couvrir la logistique, on va faire tous les éléments de raccordement. Ce sont des bâtiments qui peuvent être compatibles toutes énergies. Là, en l'occurrence, sur ce projet-là, on est en pompe à chaleur, on est en électrique, on a du chauffe-eau solaire.
Donc il ne faut pas considérer que l'industrialisé se limite à certaines caractéristiques techniques. Et en mise en œuvre, puisqu'on parlait délai tout à l'heure, il faut imaginer que ce bâtiment de 7500 m², il a commencé à être construit en usine début septembre, il a commencé à être mis en œuvre sur place fin septembre, et que fin janvier, les 7500 m² étaient sur place. Donc une des révolutions, elle est là. Et sur ces 7500 m², les 200 chambres à l'intérieur sont arrivées, finies, mobilier compris. Donc actuellement, on engage les travaux de raccordement intérieur, extérieur et certains éléments de finition avant d'aborder les VRD. Donc ça veut dire qu'un chantier de ce niveau-là, il peut se boucler en 11 mois de bout en bout. Aujourd'hui, et ça pour quelques illustrations, pour dépasser un peu le cadre de ce projet, l'industrialisé peut très aisément répondre également à des problématiques de logement intermédiaire avec des écritures architecturales, comme vous les découvrez, qui peuvent s'adapter, je dirais, ensuite à chaque exigence. Sur toiture, pas sur toiture, bardage, pas bardage. Voilà, on peut quasiment tout faire. Ok, merci. Et alors, sur l'équation financière du coût du logement intermédiaire, ça peut économiser à peu près combien? Il ne faut pas oublier qu'on est en zone tendue dans le logement intermédiaire. Tout s'étudie. Ce qu'il faut bien comprendre quand on aborde cette logique industrialisée, c'est qu'effectivement, on va embarquer tout corps d'État. On ne raisonne pas, je dirais, en lots séparés. Donc, là où on va avoir des relais en termes d'économie, c'est évidemment le délai, c'est les immobilisations financières, c'est le niveau de finition qui vous est garanti, c'est-à-dire que vous n'avez pas de malfaçon, les performances souhaitées sont validées en amont, vous n'avez pas de reprise de chantier et vous avez une livraison à date fixe. C'est-à-dire que tout ce qui intègre aujourd'hui des surcoûts, j'ose dire annexes, parce qu'ils ne sont pas toujours intégrés dans le coût de construction initial, disparaissent. Vous avez également aussi une politique au travers des différents corps d'État qui sont sollicités. J'entends par exemple entre l'architecte et le constructeur. Il est clair qu'une partie de la maîtrise d'œuvre, généralement, est assumée par le procédé constructif. Donc c'est là que le maître d'ouvrage doit être vigilant à ce que chacun ait bien sa mission et ne pas avoir, par exemple, de postes redondants. Voilà. Donc on va tourner autour de 1 000, 1 200 € le mètre carré, tout compris ingénierie, fondation, pour les prix d'appel sur lesquels nous sommes susceptibles de nous placer, et qui peuvent évoluer ensuite, plus suivant les caractéristiques et les contraintes qui peuvent nous être attendues ou exigées, qui peuvent être foncières, qui peuvent être d'écriture, architecturale, qui peuvent être techniques liées au foncier et au sol, voire moindre si la volumétrie et l'organisation du projet tend justement à optimiser la construction industrialisée. Ok. Merci. Donc là, vous avez un nouveau concept, effectivement, de construction industrielle. Bon, après, faut voir, le faire connaître peut-être aux communes de la région parisienne qui auraient besoin. Parce qu'à Paris, je pense que ça va être quand même assez difficile, non, de faire de la construction industrielle. Il y a 3 contraintes, on va dire, qui doivent être validées en amont. On peut faire des surélévations, on peut travailler en site contraint. Mais on aura toujours une première exigence, c'est l'accessibilité, entre guillemets, puisque nous amenons des éléments préconstruits, il faut qu'on ait au moins la capacité à les acheminer, à les mettre en œuvre sur place. Ça, c'est le premier élément. Après, il faut une certaine volumétrie pour rendre la dimension industrielle intéressante. Ce que j'ai pu évoquer avec certains d'entre vous, si vous demandez 3-4 maisons en diffus, par exemple, ça ne va pas être forcément intéressant pour nous, parce qu'on n'aura pas le volume de production nécessaire à amortir certains coûts d'ingénierie. Mais généralement, à partir de 800 000 m² et voire plus, là, il y a une économie d'échelle qui se dessine automatiquement. Ok. Merci, Monsieur Jean Ligon. Donc, maintenant, je vais donner la parole à un grand du bâtiment, qui est la société Eiffage, et donc à son représentant, Monsieur Jean-Pierre Mahé. Donc, Eiffage, c'est un grand constructeur de bâtiments, mais aussi de travaux publics d'ailleurs. Et c'est un des 3 grands français. Est-ce que vous vous êtes lancé avec une stratégie particulière dans le logement intermédiaire et est-ce que vous avez optimisé les coûts pour ce type de logement? Alors, on m'entend ?
Oui, Jean-Pierre Maillet. Donc, pour vous dire, je suis ancien maître d'ouvrage, maître d'ouvrage social précisément, et j'ai la fonction de directeur de développement du logement social et plus généralement du logement thématique chez FH Immobilier et chez FH Construction. Et ça a son importance parce que je peux vous présenter aujourd'hui mes 2 casquettes. Pour faire un tout petit brin d'histoire, nous avons commencé dès 2005 à nous apercevoir que nous allions dans le mur. C'est-à-dire que l'empilement des réglementations, l'empilement des coûts, y compris des coûts fonciers, nous amenait dans le mur pour loger, que ce soit dans le logement social, mais également dans ce que nous proposions chez FH Immobilier, dans le privé, pour proposer aux 75 ou 80% des ménages français qui sont sous plafond de ressources PLS un logement décent et abordable en termes économiques, que ce soit en location ou en accession. Donc nous avons lancé, comme un certain nombre de groupes, des réflexions et nous sommes arrivés à la conclusion, qui va faire plaisir à mon voisin, c'est que nous devions, quelque part, réindustrialiser le logement. Alors bien sûr, en évitant les erreurs du passé, les bars, les tours qu'on a vu fleurir dans les années, fin des années 60 et début des années 70, mais tout en essayant de profiter d'une meilleure maturité des constructeurs pour pouvoir proposer une industrialisation d'éléments. Alors nous avons commencé timidement par industrialiser des salles de bain. Que nous avons, salle de bain traditionnelle, je ne vous parle pas de salle de bain en résine, et nous en produisons environ 3000 par an sur un site industriel à côté du Mans. Et puis nous avons petit à petit, nous avions en parallèle imaginé des concepts de logement économique et performant. Alors tout cela se heurte bien sûr à l'envie des élus, des architectes, enfin de toute la profession, d'avoir chaque fois l'opération du siècle, le clou architectural du quartier. Et je crois qu'on se heurte encore aujourd'hui à quelque chose qui, si nous n'avons pas cette réflexion pour mieux normaliser le logement, sans toutefois, bien entendu, il ne s'agit pas, bien entendu, de sacrifier l'architecture, mais il s'agit de mieux concilier l'architecture et la construction pour pouvoir effectivement, produire de manière significative ce que notre concurrent et confrère à côté propose. Alors, nous avons d'abord un outil industriel important. Nous coulons du béton, si vous me permettez cette expression, et donc nous allons dans la direction que monsieur propose, de manière plus timide, bien sûr, pour ne pas sacrifier immédiatement notre outil industriel. Néanmoins, après les salles de bain préfabriquées et les concepts, nous avons décidé de nous intéresser au bois. Et pour appuyer le discours de mon voisin, nous avons à notre actif aujourd'hui à peu près 1400 logements de petite typologie, étudiants pour la grande majorité, construits en 3D, en module, à ossature bois, avec un partenaire qui est le groupe BH, Beneteau Habitat. Et nous-mêmes, nous avons produit du logement étudiant en bois massif. On a une première expérience à La Rochelle qui est livrée depuis maintenant 1 an et demi. Donc c'est plus de 1000 logements, 1400 précisément logements industrialisés. Nous en avons vu tout l'intérêt. Et c'est vrai que immédiatement, le logement de petite typologie, le logement des jeunes actifs, le logement étudiant se prête beaucoup plus facilement à la fois à l'industrialisation des salles de bain dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi de cela. Mais nous poursuivons et nous avons aujourd'hui, pour faire du logement, j'allais dire plus classique, nous nous orientons sur la construction en bois massif. Et là, dans les quelques jours qui viennent, nous publierons, une fois que j'y serai autorisé, une première opération en accession à la propriété qui sera construite en bois, en 2D, un mécano, un assemblage, alors qui ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que les logements ne sont pas en 3D et équipés intérieurement, mais qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps, beaucoup en qualité également, et ça c'est un point important, et puis enfin d'avoir une autre façon de construire, une autre façon plus respectueuse de l'environnement, plus, on parle caricaturalement de stocker du carbone également dans cette approche. Néanmoins,
nous sommes dans une phase intermédiaire, comme le logement du même nom, et cette phase intermédiaire, elle demande à porter ces coûts de construction, parce que aujourd'hui, la manière dont la chaîne de décision politique, urbanistique, les services s'organisent, nous sommes quand même néanmoins à chaque fois avec des contraintes toujours aussi lourdes, et de pouvoir proposer ces solutions reste encore difficile. Ça suppose pour les sociétés comme voisines, comme nos concurrents ou nous-mêmes, de pouvoir porter, d'investir là-dedans avant que le marché arrive à maturité et que là on puisse développer. Ça suppose, moi j'ai 2 mots à dire, normalisation et production en masse. Et aujourd'hui, la nécessité de construire en particulier, les entendus, brièvement, on peut parler du rapport sur le mal-logement qui est publié chaque année le 1er février par la Fondation Abbé Pierre. Vous avez le nombre de personnes mal logées en France qui croît. Et malheureusement, ces situations-là, même si elles sont prises en compte par les politiques, les solutions ne sont pas en face. Donc j'espère que ce besoin criant va nous faire tous, dans la profession, depuis les élus jusqu'aux constructeurs que nous sommes, et promoteurs aussi, pouvoir faire accélérer les solutions que nous venons de vous décrire. Voilà. Et je crois que c'est dans cette normalisation que nous saurons proposer pour le logement intermédiaire, bien entendu, mais aussi pour le logement social ou pour le logement de l'accession, un logement réellement abordable en termes économiques. Ça ne veut pas dire que sa qualité soit sacrifiée, parce que ce que nous tentons, nous imposons et nous démontrons, c'est que la qualité d'usage de ces nouvelles matières de construire nous permettent de faire des logements parfaitement, aux normes techniques, aux normes de performance, mais également dans leur organisation spatiale, parce que tout est réfléchi. Je prends souvent, et c'est sans doute notre partenariat ancien avec BH qui m'y fait penser, au bateau. Quand vous êtes dans un navire, vous avez des habitations à l'intérieur qui sont microscopiques, mais tout est pensé. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de sacrifier les surfaces. Brièvement, si on prend une norme qui nous a tous contraints, qui est la norme PMR, c'est aujourd'hui beaucoup de bailleurs sociaux que je fréquente reprochent, mais comme une fatalité, que la démesure des surfaces des pièces humides, WC, salle de bain, viennent, quand ils tentent de conserver des surfaces très contraintes, parce que les loyers en face sont construits à partir de ces surfaces, des séjours et des pièces de vie, chambres et séjours d'abord et ensuite des chambres de petite taille et dans laquelle la qualité d'usage n'est plus. Voilà. D'accord. Et là, actuellement, par exemple, sur l'Île-de-France, vous avez quelques chantiers dans le logement intermédiaire Nous avons plusieurs chantiers, pas de manière industrielle aujourd'hui. Le premier chantier industriel, eh bien, son lancement est imminent. Je n'ai pas l'autorisation de vous en parler aujourd'hui, mais nous avons un projet de logement intermédiaire. Alors, il y aura du logement social et du logement intermédiaire dans ce projet, et de l'accession. Et en région parisienne, par exemple. En région parisienne. D'accord. Ok, donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. Tout à fait. Voilà. Ok, merci. Bien, maintenant, je vais adresser la parole à notre ami Marc Bonjour, qui représente la société Perle. Alors, la société Perle, c'est originairement le premier qui s'est lancé de façon massive, je dirais, enfin massive, à l'échelle de sa niche, sur le démembrement de propriété. Et donc, ils ont donc démembré la nue propriété avec la jouissance de cette propriété. Et là, actuellement, ils réfléchissent avec, dans le cadre de SCPI et de collaboration dans ce domaine, sur le logement intermédiaire. Jusqu'à présent, ils étaient assez spécialisés sur le logement social, d'ailleurs, dans ce créneau.
Et puis maintenant, vous explorez le logement intermédiaire. Alors, est-ce que vous avez des touches? Comment ça se passe? Et si vous pouvez expliquer un peu le concept à nos participants. Merci beaucoup. Alors, Marc Bonjour, donc directeur des relations institutionnelles de la société Perle, et je représente aujourd'hui Monsieur Alain Laurier, que je vous prie de bien vouloir excuser, puisqu'il est retenu précisément au même moment par le cabinet du ministre du Logement pour contribuer à l'amélioration de diverses dispositions des politiques publiques du logement, et pas seulement le dispositif d'intérêt général de l'usufruit locatif social qui existe maintenant depuis 2006, depuis la loi du 13 juillet 2006, la loi Engagement national pour le logement, dite Borloo, et qui effectivement a maintenant connu une croissance suffisamment respectable pour être bien inscrit dans le paysage, puisque par la loi Allure, finalement, il y a eu dans le Code de la construction et de l'habitation un nouveau type de bail qui s'est rajouté à la 4e position, le bail réel immobilier. Et donc, nous sommes devenus, en quelque sorte, le dispositif de l'usufruit locatif social est devenu, le bail à convention d'usufruit est devenu un bail un peu classique, hein, en 3e position, après le bail à construction et le second. Voilà, donc c'est aussi au nom de mes collègues ici présents de l'Association des professionnels de l'usufruit locatif social évolutif, l'association Pulse, que je salue, de Cogedim, de Sogeprom, c'est un peu obscur, donc je ne vois pas tout le monde, que je m'exprimerai de façon très synthétique en 3 points. Le fil rouge de l'usufruit locatif social, ce sont les locataires, ce sont les ménages sous plafond de ressources, HLM, qui bénéficient d'un loyer accessible. Donc la justification de l'usufruit locatif social pour contribuer de façon complémentaire à la production de logements sociaux, et bientôt intermédiaires, nous l'espérons, c'est d'offrir aux actifs des classes moyennes puis intermédiaires des loyers accessibles en zone tendue. Notre dispositif d'intérêt général n'est pertinent que dans les zones très tendues. Et j'en arrive au 2e point, parce que sa force réside notamment dans le partenariat de long terme avec les bailleurs sociaux, usufruitiers, les bailleurs sociaux institutionnels. Et c'est grâce à eux, grâce à leur professionnalisme, que nous pouvons offrir ces solutions de logement aux actifs. Donc les bailleurs sociaux étant de plus en plus habitués maintenant à acheter l'usufruit d'un programme en zone tendue, le feront naturellement pour l'usufruit locatif intermédiaire quand la solution sera jugée pertinente pour améliorer les bilans dont nous parlons. C'est le thème de notre table ronde. Par conséquent, ceci est très nouveau puisque lors du projet de loi de finances pour 2015, qui a été discuté à l'Assemblée et au Sénat en novembre et en décembre 2014, le secrétaire d'État au budget a confirmé que, naturellement, les droits démembrés étaient éligibles au taux de TVA à 10% du logement intermédiaire, puisqu'ils dépendaient des immeubles auxquels ils étaient rattachés. Donc, les ménages sous plafond de ressources qui avaient accès au logement social auront accès au logement intermédiaire dans le respect de la loi, dans le respect des dispositions qui ont été formalisées en 2014, à travers le décret, à travers même quelque part le BOFIP, enfin le bulletin officiel du 6 octobre, hein. Et une ordonnance extraordinaire, alors je ne sais pas si on en a parlé, pas une ordonnance, pardon, une instruction, enfin très exactement, c'est le document qui est diffusé par l'administration du ministère du Logement. Ce document m'a frappé parce que je l'ai relu. Alors, vous savez, c'est le mode de communication du ministère du Logement, ça s'appelle les flashs DGALN. Donc, c'est le flash du 28 novembre, qui n'avait pas encore intégré en son texte, derrière les dispositions nouvelles issues des débats parlementaires. Et il est disponible au public, hein, tout le monde peut le lire sur le site internet du ministère. Donc, c'est une instruction très concrète, je ne sais pas si on en a parlé hier, puisque j'étais au MIPIM. Ça a été abordé. Non. Donc c'est très concret, vous allez sur le site du ministère du Logement, alors là vous comprenez beaucoup mieux le logement intermédiaire et toute sa gestation en 2014. Donc ça s'appelle « Instruction des dossiers de demande d'agrément de logement locatif intermédiaire ». Merci Christophe, c'est d'ailleurs grâce à toi que je l'ai relu. Ce flash DGALN, qui est donc adressé à tous les préfets, tous les directeurs régionaux de département, tous ceux qui instruisent les demandes d'agrément pour pouvoir construire des programmes de logement intermédiaire. Quand on
passe les chapitres de la définition de l'ensemble immobilier, la demande d'agrément. Bon, il y a un peu des répétitions, c'est toujours les conditions indispensables, nécessaires et suffisantes pour pouvoir bénéficier du régime de TVA à 10%. Vous allez sur la dernière page, la page 4, et là vous voyez écrit en tout petit quelque chose de fondamental, mais vraiment tout petit. C'est un renvoi, c'est le dernier renvoi, et qui définit un point clé qui est le fameux chiffre des 25% du programme immobilier, de logements sociaux du programme immobilier. Et je vous lis cette petite phrase parce que je trouve que c'est quand même intéressant. À titre d'exemple, donc il y a dû y avoir un moment ou un autre au ministère du Logement, quelqu'un qui a exigé un exemple concret pour illustrer nos propos sur le logement intermédiaire qui va croître et embellir. À titre d'exemple, si un ensemble immobilier comprend 2500 m² de logements intermédiaires faisant l'objet de l'avantage fiscal, 1000 m² de logements sociaux, au sens des logements pris en compte dans le quota de 25%, et 1500 m² de logements dits libres, n'étant ni sociaux ni intermédiaires, le quota est égal à 1000 sur 2500 plus 1000, soit 29%, et non pas 1000 sur la totalité des trois catégories, égale 20%. L'avantage fiscal peut donc être octroyé. Donc vous voyez à quel niveau de détail les opérateurs doivent parvenir pour pouvoir être dans les clous et être certains que leurs opérations ne seront pas requalifiées. C'est ce qu'a dit M. Pupponi hier oui, et M. ça a été Gamillard. dit Et peut-être pas dans ce détail-là. Mais il n'a pas parlé, oui, de la sanction, mais il a dit de faire attention parce qu'il y avait une différence d'interprétation pour le moment entre le ministère du Logement et Bercy. Exactement. Donc il faut toujours se méfier de Bercy. Voilà. Pour l'avoir pratiqué pendant 25 ans. Alors, le troisième point que je voulais aborder, donc après les ménages au plafond de ressources auxquels on offre un logement abordable, les bailleurs sociaux qui sont le premier appui du dispositif d'intérêt général, avec naturellement le second appui fondamental des personnes physiques, des épargnants qui préparent leur retraite et qui achètent la nue propriété d'un logement locatif social et peut-être bientôt intermédiaire. Il convient de signaler quelque chose de relativement récent, puisqu'au mois de décembre, nous avons lancé la première SCPI, Société civile de placement immobilier, de nue propriété sociale et solidaire, qui, en quelque sorte, pour être synthétique, permet de démocratiser l'accès à la nue propriété et qui permet à donc de nombreuses personnes d'améliorer, de préparer leur retraite complémentaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'acquérir la nue propriété d'un logement locatif social ou intermédiaire en direct, avec un titre de propriété d'un appartement qui existe réellement dans une zone tendue, dans un programme, il est désormais possible d'acquérir des parts de cette SCPI, et donc pour une somme beaucoup plus modeste, beaucoup plus raisonnable. C'est une sorte de démocratisation de l'accès à la nue propriété qui va faciliter la préparation de la retraite. Alors il a fallu quand même modifier la loi de 1970 sur les SCPI, et ce qui a permis de faire publier le 5 septembre 2014, donc là encore c'est très récent, un décret qui permet d'ores et déjà d'intégrer dans les unités de compte d'assurance vie de la nue propriété sociale et solidaire, aujourd'hui uniquement sociale et demain intermédiaire. Voilà, c'était les 3 points que je souhaitais résumer. Et vous, dans ce cadre-là, vous prévoyez à peu près quelle rentabilité pour ces parts de SCPI ? Alors, comme chacun sait, il n'y a pas de rentabilité pour le nu propriétaire puisqu'il attend 15 ans de récupérer son bien. La rentabilité, entre guillemets, est perçue sous forme des loyers sociaux par les bailleurs sociaux institutionnels. Mais pour cette SCPI de capitalisation, il y en a très peu, parce que vous avez 3 sortes de catégories. Il y a 3 catégories de SCPI, les fiscales, tout le monde connaît les celliers, Duflot, etc. Il y a les SCPI de rendement et les SCPI de capitalisation. Donc par définition, dans ce dispositif, comme le nu propriétaire ne perçoit aucun loyer, c'est le bailleur social qui les perçoit pendant 15 ans, il s'agit d'une SCPI de capitalisation, donc l'épargnant ne perçoit pas de rendement. Il attend la fin 8 à 10 ans, 15 ans, parce que il y a des sorties... Alors, oui, comme le droit réel démembré, le droit démembré est un droit réel, vous savez que ça vient des Romains, ça a été repris par Napoléon dans le Code civil, c'est un droit très souple, il est donc cessible, et il est possible de ne pas attendre les 15 ans.
Si un nu propriétaire a vraiment une urgence et doit céder sa nue propriété, c'est possible. Alors, on ne recherche pas, évidemment, à développer ce second marché, mais c'est tout à fait possible. C'est Perle qui organise le marché secondaire ou... Les opérateurs, les usufruits locatifs sociaux, ici présents, organisent au fur et à mesure des demandes la cession sur le marché secondaire de la nue propriété, puisque c'est un droit réel particulièrement flexible. Voilà.